coup, on est parti. Merci à tous d'être là. Merci Philippe. Avec C'est plaisir. vraiment, c'est la deuxième fois qu'on accueille quelqu'un de chez Dust après votre CTO. Et il y a une raison derrière ça. Il y a même plusieurs raisons derrière ça. Euh, Philippe, toi, tu as été un founding engineer de Dust, mais tu as un parcours assez particulier puisque tu as aussi été founding engineer au préalable d'une entreprise tout aussi intéressante. Oula, là, ça part en travaux. Là. Donc Ok, voilà, la Dust musique aujourd'hui. étant. Ok, la musique est remplacée par les travaux. Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Donc, comme je disais, Dust, pépite française de l'IA. Et, euh, et donc, vous amenez des nouvelles pratiques. Enfin, vous nous amenez un nouveau produit et on va en parler, mais vous amenez aussi des nouvelles pratiques dans la façon de faire de la tech, dans les nouveaux métiers tech qu'on voit se développer. Euh, c'est en particulier, c'est particulièrement vrai sur la partie founding engineer. Donc on va parler de ça. On va essayer de décrypter à la fois enfin la naissance de Dust, le produit, les usages, mais aussi ce rôle de founding engineer et comment est-ce que ça impacte votre façon de travailler, votre façon de vous organiser. Je, je, je pense sincèrement qu'on est nous, on est là depuis 5 ans TPC et on a vu se développer des nouvelles pratiques tout au long de ces 5 années, que ce soit de l'agile, aux techniques sprint, Kanban, aux nouvelles méthodes comme ShapeUp. Et là, on voit émerger de nouvelles méthodes de travail, des nouveaux rôles. Euh, et donc, ça va être particulièrement intéressant de plonger là-dedans. Donc, Dust, startup fondée par des anciens, je crois, de Stripe, d'OpenAI, d'Artefact et de Punto. Vous aidez les entreprises à créer leur propre agent IA. Il y a plein de use cases différents, on va voir ça. Mais globalement, on est sur des agents capables d'interagir avec des outils internes, d'automatiser des tâches, de transformer la productivité. Votre sujet, c'est celui de la productivité en entreprise. Euh, Absolument. Toi, Philippe, tu as été le premier employé. Tu as vécu de Troisième, l'intérieur troisième. les troisième employé, pardon. Donc, dans les tout premiers, en tout cas, tu as vécu la construction du produit, les premières réflexions, Ouais. les premières lignes de code jusqu'à aujourd'hui où vous êtes une équipe engineering de 15 personnes, une quarantaine, je crois, au total. Euh, donc, euh, donc voilà, et vous êtes backé aussi, et c'est intéressant de voir ça, vous êtes backé par Sequoia, euh, Ouais. qui est, pour ceux qui découvrent, qui est l'un des fonds d'investissement les plus importants à San Francisco, derrière des boîtes comme Nvidia, Apple, YouTube, Ouais. Airbnb, PayPal et beaucoup d'autres. Tout à fait. Alors maintenant, on est plus 20 ingé et 60 au total. Mais, euh, mais ouais, ce que tu as dit était vrai la dernière fois qu'on s'est parlé. Ouais, c'est ce qui était il y a quelques semaines, donc c'est dire à quel point ça va vite. Euh, ok, donc ravi de vous accueillir. Dites-nous un peu ce que vous faites, ce qui vous intéresse dans ce live. Euh, ce live est particulièrement intéressant si vous êtes euh, autour des sujets si vous travaillez autour des sujets d'intelligence artificielle ou si vous êtes en recherche d'un founding engineer ou vous-même en recherche en réflexion sur rejoindre une startup en tant que founding eng. Ce sont des rôles qu'on ouvre beaucoup chez TPC. On accompagne beaucoup de startups qui lèvent un seed, une série A et qui sont à la recherche de founding eng. Donc voilà, ça peut être particulièrement intéressant. On a énormément de ressources aujourd'hui chez TPC, donc une librairie de ressources assez intéressante. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette librairie, c'est que en fait, on part du concret. On part de start-up, de scale-up, de CTO, de CPO, de designers qui nous partagent vraiment leur quotidien et leurs problématiques. Et là, on a compilé une douzaine de ressources très tech qui vont des salaires aux use case IA, aux études de cas software engineering. Donc, ça peut être vachement intéressant. Moi, je vous recommande de les avoir avec vous si vous voulez y avoir accès. Là, vous avez le QR code. Et puis, plus globalement, voilà, nous, on est partenaire d'un peu plus de 800 startups, scale-up aujourd'hui.
Vous avez quelques noms ici, mais il y en a des beaucoup Mhm. moins connus et des beaucoup plus connus. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir accès à ces boîtes et à ces offres qui sont pour la plupart off-market. Et au-delà de ça, d'avoir un peu un regard sur comment se comporte le marché euh, de l'emploi tech. Donc voilà, c'est tout ça que nous, on peut vous apporter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur TPC. Le lien est sur ce QR code. Ceci étant dit, on va plonger dans le live. Moi, ce que je vous invite à nous partager vos questions au fur et à mesure. Euh, Let's go, Philippe. Merci encore d'être Ouais, ici. Tu as avec été le plaisir. premier employé de Dust. Euh, Troisième. Troisième employé de Dust, excuse-moi. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement, brièvement, ton parcours avant Dust et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure? Ouais, bien sûr. Alors, moi, en fait, à la base, hein, passion informatique et IA. J'ai étudié ça en école, puis j'ai fait une thèse en IA, ça s'appelait machine learning à l'époque. J'étais ma première expérience pro, c'était dans une boîte qui s'appelle Digimime et je montais un labo ML Big Data. Et après, en 2014, j'ai monté, donc là, j'étais cofondateur de Artefact, qui est une société de conseil data IA et avec la spécificité qu'il y a une grosse composante engineering assez pointue qui était nécessaire pour justement le type de conseil qu'on voulait donner, qui était data et IA. Donc ça, Ouais. j'étais CTO là-dedans pendant 7 ans. Donc effectivement, au bout de 7 ans, je me suis dit, je voudrais repartir en conseil. Ce qu'on fait, c'est qu'on est horizontal en gros sur les sujets IA, data. On va en taper plein, on va voir comment chacun peut être utile à d'autres. Et moi, je voulais repartir en profondeur. D'une partie j'hésitais entre recherche et produit. Et à la fin, je me suis dirigé vers le fait que ce qu'il fallait que je rejoigne, c'était une initiative produit. Et effectivement, je me suis posé la question, on va dire, de est-ce que je relance moi à nouveau une entreprise et je partais sur cette idée-là. Donc, je m'étais dit, voilà la mission. C'était donc courant 2022, en fait, vous le savez peut-être, les devs avaient déjà accès aux API qui étaient celles qui allaient alimenter la sortie de ChatGPT fin 2022. Donc, on voyait qu'il y avait ChatGPT ce n'était pas truc-là. encore live, mais Non, vous aviez accès absolument. Ceux qui faisaient de la recherche et ou les au LLM. softengines qui s'y connaissaient, ils savaient qu'il y avait une API qui était dispo, qui était l'API qui backait ChatGPT. Donc, on pouvait, clairement, il y avait, moi en tout cas, j'avais la conviction, mais je n'étais pas le seul, que ça allait être très transformateur. Ça a été confirmé par la sortie de ChatGPT, bien sûr. Là, moi, je voulais me diriger vers un produit de productivité personnelle. Et en parallèle, je parlais avec Stanislas, le CTO, qui était justement le CTO et cofondateur de Dust, qui a été que vous avez accueilli à TPC pour un live. Et lui faisait la même chose avec une vision entreprise. Donc productivité, mais pas personnelle, productivité dans ton travail, dans l'entreprise. Moi, c'était Ok, plus ce mais que je cette considérais. partie-là, elle est super intéressante parce qu'en fait, je pense que c'est intimement lié à la question de comment est-ce que tu fais pour devenir founding engineer et rejoindre une boîte en tant que founding engineer. C'est que toi, à ce moment-là, tu étais déjà dans une démarche où tu creusais la problématique des problématiques tech et produits Ouais. autour de la productivité. Tu réalisais des POC, comment ça se manifestait. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je t'ai croisé une ou deux fois dans des WeWork en train de travailler, en train de réaliser des POC. Comment est-ce que ça s'est Ouais. manifesté Ouais, bah écoute, effectivement, et je pense que par rapport à ce rôle dont on est censé parler aujourd'hui, de façon non surprenante, il faut une appétence pour être founder aussi toi-même. Et tu regardes les founding age, il y en a 3 sur 5 qui avaient déjà tenté et ou réussi à fonder une entreprise. Il y a clairement cette appétence. Moi, j'étais en recherche, j'avais commencé à faire effectivement un POC sur WhatsApp où tu parlais à tes emails, etc. Mais dans ma tête, il y avait donc j'étais seul tout avec mon POC. Et je pense que quand on se décide, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'un projet? Il y a plusieurs trucs. Il y a
quelle est la mission. Il faut que la mission me passionne. Quelle est la team avec qui je le fais, quelle est la probabilité de succès et à quel point ça va être mon truc. Tu vois, donc si je partais sur ce que je faisais moi, mon truc c'était 100% mon truc, la mission elle me passionnait. Après sur la probabilité de succès et sur la team, bah, c'est là qu'il y avait des inconnus. Et je regardais Dust parce que j'avais parlé plusieurs fois à Stan là-dedans. Et là je me dis bon, mission c'est quand même honnêtement c'est un peu la même mission. Donc la mission elle me passionnait tout autant. Ouais. Ok, un peu moins mon truc, puisque si je rejoins, je serai Founding Edge, donc, mais quand même un peu mon truc. Genre, Founding Edge, on a Ouais. des parts qui sont non négligeables. Et alors, en revanche, sur les deux autres critères, probabilité de succès, bah là, je vois que Stanislas avait fait 3 ans chez OpenAI, qu'il était déjà backé par Sequoia avec 5 millions. Et Team, et ben, je rencontre le cofondateur qui était déjà là, Gabriel Hubert Canon, et les deux autres ranges, qui étaient les deux autres founding edge qui étaient déjà présents. Et je me dis, putain, ouais, cette team est super. Donc je me suis dit, en fait, j'ai hésité vraiment entre les deux. Et je me suis dit, mais grosse probabilité de succès, team que j'adore, mission qui de toute façon me passionne. Et en fait, c'est quand même un peu mon truc. Bon. Et là, quand tu rejoins Dust, ça ressemble à quoi au début? C'est quoi? Il y a un proto, il y a des premiers clients, il y a quoi? Il y a juste une vision. Ouais. Alors, il y a un produit même, déjà, qui à la base est utilisé surtout par des devs et qui ressemble pas mal Ouais. de façon amusante à ce que tu m'as montré là, Agent Kit. Ouais. Mais il y a un pivot qui est en train de se faire, en train de se dire, mais allons sur la productivité vraiment, pas que dev, mais dans l'entreprise. Aidons les gens à travailler, tout le monde. Aidons tout le monde à bosser et les agents vont transformer le boulot et on va transformer le boulot de tout le monde. Et donc, il y a des énergies qui partent dans ce sens-là avec plusieurs possibilités. Et en arrivant, bah, on est là pour creuser ces possibilités. Il y a évidemment très peu de structure. C'est le principe quand on rejoint une boîte de 3 personnes, 4 personnes. Ouais. Faut pas avoir peur du fait qu'il n'y ait pas de structure. Ok. Et du coup, il y a une première question un peu dans ce sens-là, mais la page, elle est blanche. Tu vois, t'as un impact massif au début, mais comme par où tu prends ce rôle, enfin, par quel bout tu prends ce rôle, quels sont les premiers défis? Ouais, bien sûr. Alors, il y a quand même à la base une vision, un sens qui est quand même déjà là, impulsé par les fondateurs. Il y a plusieurs pistes et on creuse ces pistes. Et l'impact, c'est d'une part de savoir quelles pistes sont un succès, et puis après, enfin, quelles pistes fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas, et puis après, bah, d'être capable d'exécuter, de builder les bons trucs vraiment efficacement et sachant qu'on va avoir à scaler, peut-être à changer, à faire des petits changements de course à droite à gauche. Il y a cette partie-là. Après, sur le rôle, ouais. Quand tu parles des premiers éléments à builder, concrètement, Ouais. tu parles de quoi? Est-ce que tu parles de quoi et ça va être quoi? Enfin, techniquement parlant, ça va être quoi les premières briques? Et en termes de produits, ça va être quoi les premiers usages? Ouais, alors techniquement parlant, moi à titre perso, par exemple, j'ai bossé sur l'interface et le branchement du chat. On explorait plusieurs possibilités. Parler à un agent, mais il y avait d'autres choses. Faire des choses qui te généraient des docs, faire des choses qui suivaient tes documents. Moi, je travaillais dans cette première partie-là. Il y a une première partie, il y a une partie aussi autour de comment intégrer les documents. Et là, il y a diverses façons d'ingérer les documents parce que une grosse force de Dust, c'est de dire en fait, quand je travaille dans l'entreprise, je travaille avec toutes les données de l'entreprise. Et ça, c'était une de nos visions et un de nos points forts depuis le début. Donc là, il y a une grosse construction autour de ça. Il y a eu, et que ce soit de la façon vraiment technique, algorithmique. En fait, moi, à titre perso, j'ai travaillé sur comment on transforme le document
ce qu'on appelle le semantic chunking, c'est comment on transforme le document pour que il soit bien facilement récupéré dans une discussion. Une discussion qui n'est pas une recherche Google. Donc on ne donne pas des mots-clés. On est en train de parler, il faut remarquer qu'un document. Moi, j'ai bossé sur cette partie-là technique, par exemple. Après, en termes de fonctionnalité, vite, à Dust, on a eu des convictions sur le fait que donc, nous, on a toujours voulu avoir un produit self-serve. Donc, n'importe qui avec une carte de crédit peut aller s'inscrire à Dust. Il n'y a pas besoin d'appeler les sales. C'est disponible immédiatement. Donc, le produit est self-serve. Conviction que dans l'entreprise, contrairement au perso, il y allait avoir beaucoup d'agents. Donc, en perso, tu veux juste ton chat GPT. En pro, il y a l'équipe sales qui veut l'agent qui s'occupe de hotspot. Il y a l'équipe marketing qui veut produire des hotspots. Tu as des agents pour faire chaque tâche. Cette gestion de la data qui était critique et le fait qu'on voulait être multimodèle, fournir un maximum d'outils aux agents. Et puis après, tu as des questions d'entreprise qui sont sécurité, permission, etc. Donc ça, c'était une vision qu'on était en train de construire. C'est intéressant. Ouais. Parce que, en fait, quand vous arrivez sur le marché, et aujourd'hui encore, vous êtes on a un sujet qui est celui on sait que l'IA va un peu révolutionner les pratiques en entreprise, mais c'est pas encore massivement exploité. Les langages, enfin les LLM sont pas massivement exploités, et donc en fait il y a il y a cette question qui se pose, qui est quelle expérience créer pour un client, pour une entreprise, pour qu'elle puisse nativement exploiter, créer des agents IA et que ça puisse booster sa productivité. Et c'est un sujet intimement produit, en fait. C'est même un sujet design. Ouais. Et vous, vos premières hypothèses, comment vous les avez autour de ça, autour de l'expérience utilisateur, comment est-ce que vous les avez faites émerger? Je crois que vous avez eu des premiers cases avec Alan, notamment. Ouais, bien sûr, et tu as tout à fait raison de dire ça, puisque nous, à l'époque, Alan et Conto et les tout premiers clients, on les appelait pas des clients, mais des design partners. Et on avait un deal avec eux qu'on était en train de construire un produit. Donc, en fait, il y a une co-construction à ce niveau-là. À laquelle, quand on est founding eng, du coup, la différence avec peut-être non-founding eng, même si en vrai tous les eng devraient être ça, mais c'est que tu as un peu tous les rôles. Il y a aussi un rôle produit, il y a aussi un rôle support, il y a limite un rôle sales également, il y a un peu tous les rôles là-dedans. Mais clairement, on a co-construit, oui, le produit avec Alan, et donc en gros, tu vas voir que eux, ce qu'ils veulent initialement, c'est que ils ont Slack, ils ont Notion, et ils aimeraient que les agents puissent se servir de tout ça. Donc nous, ok, on y va, on construit une connexion à Slack, une connexion à Notion, etc., qu'on utilise nous par ailleurs à titre perso. Et ça, c'est hyper important, le fait qu'on soit capable de dogfooder et d'utiliser nous-mêmes notre produit pour bien le développer. Et il y a ces premiers use cases. Et le moment, alors si tu veux, je te laisse me dire ce qui est peut-être le plus intéressant, mais tu as les use cases côté Conto, côté Alan, tu as les petits key moments où on réalise que le truc est en train vraiment de bien marcher, tu as tous ces éléments-là qui peuvent… Les use cases, tout ça, franchement, tout ça est passionnant. Les use cases qui reviennent fondamentalement, enfin vraiment beaucoup. Tu vois, ça va être quoi, Philippe? Est-ce que c'est plutôt déjà à la tech ou plutôt au sales, au marketing? Est-ce que c'est complètement autre chose? Alors, moi, je vais te parler du moment où c'était vraiment mon scope d'être en plein là-dedans. Je vais être tout à fait franc. Maintenant, la boîte a grossi et du coup, il y a plein de clients qui utilisent Dust de plein de façons et je saurais moins te dire tous les trucs de ouf. Mais nous, ce qu'on a vu, en fait, tu as des moments iconiques où on sent que le truc va marcher, qui sont tout cons. Mais tu vois, première recette de Dust qui devait être dans les septembre 2023, on arrive devant le truc de l'offsite et il y a un code pour rentrer et personne sait où le code et personne machin. Putain, il est dans quel doc, qui l'a mis où, on sait pas. Et on fait add Dust, c'est quoi le code pour rentrer dans le local de l'offsite. Et là, il te renvoie le code. Direct, ça marche. Okay. Là, tu as un petit moment iconique où tu te dis, mais
Oui, oui, enfin, ça confirme ce qu'on pensait. Hein. Et du coup, chez Alan et chez Conto, en fait, les trucs qui ont commencé à bien marcher en 2023, à ce moment-là, on a senti que ça fonctionnait. C'était, Alan, eux, ils ont une grosse culture écrite. On a construit le truc avec eux. Et ils commencent à parler à leurs agents, c'est quoi la roadmap de l'équipe Dross en 2025? Je dis n'importe quoi. Hein. Et le truc répond avec précision, et le truc, effectivement, la bonne réponse. Du coup, ils sont saucés. Conto, eux, c'est marrant, donc sur des sujets tout bêtes de traduction, ils font de l'internationalisation, ils ont plein de, ils veulent traduire en plein de langues, et tu vas me dire, il n'y a pas besoin de trucs entreprise pour faire ça, mais en fait, il y a plein dans leur truc de langage métier et même de langage propre à Conto. Donc en fait, avec un chat GPT brut, ça marchait pas très bien. Et le fait de pouvoir le brancher à des documents d'entreprise où il y avait savoir mâché, ils se sont construits un agent qui leur faisait l'internationalisation. Ils disaient, ouais, putain, il y a tous ces docs à transcrire, c'est machin. Alors, c'était des use cases de 2023. Maintenant, on Ouais. fait des trucs beaucoup plus puissants. Mais là, on a vu que ça cartonnait parce que, en gros, c'est là qu'on a eu la stat qui fait que Sequoia, en fait, est chaud avec nous. C'est de dire, en fait, une fois qu'on est rentré chez un client, en quelques semaines, quelques mois, il y a 80% des gens qui utilisent l'outil une fois par semaine. Quoi. C'est sticky. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à d'autres outils, tu vois, API First, où ça va être les devs, en fait, qui sont les premiers users, vous avez d'autres types de users dans les boîtes. Absolument. Ouais. Et bon, après, tout le monde peut pas, tu vois, je caricature, mais nous, notre sales, je l'embrasse, c'est pas lui qui va mettre en place Dust chez nous. Tout le monde peut pas, tu vois, mettre ça en œuvre. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont être évangélisateurs, ou je sais pas comment vous les appelez, qui sont un peu plus geeks que les autres. Et comment vous les identifiez? Comment est-ce que honnêtement, alors ouais, c'est vrai que la raison pour laquelle on part sur des boîtes plus tech en premier client, c'est juste l'envie d'avoir de l'AI chez toi, quoi. La capacité aussi, c'est des boîtes de taille encore assez faible. Donc, si tu veux, il y a un processus de décision qui est rapide. Donc, les gens, ils se disent, OK, moi, je vais y aller, il y a machin. Mais le produit, assez vite, on n'était pas sur un produit où il fallait des techs. Et vraiment, les champions, ils avaient un mindset tech, mais eux n'étaient pas développeurs. Nos champions, c'était pas Mais c'est ça en fait, ils ont un mindset tech quoi. C'est un peu Ils avaient le mindset tech, mais ouais, de ce côté-là, oui, mais c'était pas des eng. C'était clairement pas des eng. Limite l'inverse, parce que les eng, t'étais à une époque où chaque boîte qui avait des eng, les eng, ils avaient eux envie de jouer avec ChatGPT et eux envie de construire un truc pour leur boîte et de faire leurs agents en interne donc après, je tire le trait. Hein. Il y a certainement des Eng qui ont aussi été évangélateurs pour Dust, bien sûr, mais pas mal de gens n'étaient pas techniques en fait. Mais il y a une envie. En fait, c'est l'envie de se dire ce truc marche et fait des trucs, mais tu vas cliquer dans une interface, t'écris des instructions et tu dis je me branche à des sources de données. Et ça, on voulait que même en n'étant pas tech, tu puisses le faire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont limite, qui aiment vraiment pas même le simple fait d'être sur une interface. Mais dans l'ICP qu'on avait, on n'avait pas ce problème. Il y a des questions autour de votre premier product. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le sujet du produit? Est-ce que vous avez directement embauché un founding product, parce qu'on le voit, ça arrive de plus en plus, ou est-ce que c'est un des fondeurs qui a pris le sujet et puis le premier product est arrivé un peu plus tard? Écoute, je trouve que c'est une très bonne question et chacun fait à sa sauce parce que tout dépend vraiment de la boîte que tu es en train de construire, Vous avez toujours pas de la product? mentalité. Non, alors, on n'a toujours pas de product chez nous, mais je peux te répondre quand même. Donc, c'est intéressant de voir comment ça s'est fait à Dust. Mon avis, c'est que chaque boîte successful qui va se créer aura sa façon de faire et qu'elle sera différente. Mais intéressant de voir la nôtre. Nous, notre cofondateur, notre CEO est un mec product. Il était CPO chez Alan. Il est très, très produit. Il a une acuité produit énorme. Donc déjà, il part avec ce côté-là.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un de nos founding members, c'est un design. Pas un tech, hein, un design. Donc, on a un founding designer. Donc, en fait, au début, le produit et l'autre truc, c'est qu'il faut que les founding edge, ils aient une affinité produit, ils soient là à comprendre en fait ce qui est en train de se passer, à se dire. Donc, avec ces trois composantes-là, Vous aviez suffisamment de matière. on avait suffisamment de. Alors, les devs, limite, il fallait. Enfin, s'ils l'avaient pas été naturellement, on leur a dit, mais non, ça fait partie du job. Tu dois, quand tu prends en charge cette feature, faut que tu t'assures. Et alors, faut parler aux bonnes personnes. Tu vas parler à Gabriel, le CEO, tu vas parler à Edouard, le designer. Tu dois te débrouiller pour que le truc soit bien, quoi. Ça fait partie de ton rôle. Et tu vas parler aux users. Et tu vas parler aux users, et ça, on le fait encore maintenant. Les devs, ils vont parler aux users, et ils prennent le call, et ils disent, OK, mais du coup, c'est quoi ton. Enfin, voilà, comment je peux résoudre ton problème, tu vois. Donc voilà, ça s'est fait avec ces énergies-là chez Dust. Mais effectivement, tu as raison, on n'a pas de PM. Ça va peut-être changer dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, c'est pas encore. Nous, c'est intéressant de voir que enfin, le rôle de Founding Edge a vachement émergé là, en 2025. Celui de Founding Designer aussi, parce qu'on réinvente les expériences, notamment avec l'IA. Celui de Founding Product est en train d'arriver, et ça concerne particulièrement des boîtes tech où les cofondeurs ont moins d'appétence produit. Ouais. Ben Donc, voilà, je pense que là, il est clé ce truc-là, c'est que quand les tu clés, ouais. construis, quand tu construis un produit, tu as besoin de beaucoup d'edge et plus t'en as, plus ça va aller. La masse de travail product, elle est un peu stable au début. Sinon on n'avait pas eu un Gabriel qui était product initialement, et si on n'avait pas eu un Edouard qui est design, mais qui a quand même une grosse affinité produit également, si on n'avait pas eu ces deux key personnes, le fondateur et un founding member, je pense que ouais, il nous aurait fallu un founding product. En product, on parle beaucoup de risques. Là, je pense depuis le début, vous êtes exposé à ce risque que, je sais pas moi, Anthropic ou OpenAI fassent leur propre solution agentique. Euh, et là, c'est le cas. On vient d'apprendre la nouvelle. On en a parlé juste avant de OpenAI crée son nouvel outil pour simplifier la conception d'agents IA. Bon, je prends un peu la news à chaud et euh, mais toi, qu'est-ce que ça, bon, j'imagine que c'est des discussions que vous avez, vous, mais qu'est-ce que ça vous évoque comme réflexion, Philippe? Ouais, alors disons, il y a divers éléments dans ta question. Il y a la news d'hier, effectivement, sur AgentKit, ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, et il y a le fait que les gros peuvent décider de faire des produits comme les nôtres. Donc la news d'hier, effectivement, et je te remercie parce que j'étais pas au courant. Je vois un AgentKit qui a destination quand même plutôt de développeurs ou de gens qui sont très dans un build un peu bas niveau. Ce qui était d'ailleurs initialement ce qu'on faisait à Dust, le premier produit 2022, même encore avant que moi je sois là et avant que les deux autres soient là, ça s'appelait les Dust Apps et c'était à peu près ça. C'est un public de destination qui n'est pas exactement le même que celui de Dust. Donc ça, nous, on ne se sent pas menacé par cette news précisément. Après, il y a la grosse... parce qu'on ne parle pas aux mêmes personnes. Cette news, elle parle à des gens qui veulent se construire des agents custom d'une certaine façon, là où nous, on veut déployer dans l'entreprise quelque chose où tout le monde peut se construire des agents. En revanche, on peut légitimement se dire, mais Anthropic peut très bien sortir un truc d'entreprise où il se branche à machin, il se branche à machin. Alors, oui, ils peuvent, mais si tu regardes, ces grosses boîtes, c'est pas leur core focus. Déjà, Anthropic et OpenAI, leur premier focus, c'est d'avoir un bon modèle. Toute la boîte chez Anthropic, et chez OpenAI, ils doivent se dire comment est-ce qu'on fait pour que GPT 5, 6, 7 ou que Claude version X, Y, Z soit le meilleur. C'est ça leur game. Et il faut que leur modèle de base soit le plus pertinent possible. En deuxième, ils ont le business consumer. Le business consumer de
de dire, voilà, Tante Marthe m'utilise pour préparer ses crèmes dessert, ça doit bien marcher. Deuxième, et ça me ramène de la data. En troisième, ils ont l'entreprise. Mais du coup, c'est un focus qui est assez bas pour eux, à mon avis. Et ça se voit parce que si c'était leur core focus, je pense que là, on aurait plus de difficultés face à eux. Donc là tu as un truc clairement là-dessus. Tu regardes, et après, tu as le truc, les grosses boîtes peuvent pas être focus sur tout. Regarde, il y a des gens qui vendent des calendriers à Outlook, il y a des gens qui vendent des apps, des apps mobiles d'email à Google. Tu regardes Sparrow. Enfin, je veux dire, Google avait très bien la capacité de faire une bonne app email pour mobile. En fait, ils n'y arrivaient pas, c'était pas leur focus, ils avaient autre chose à foutre. En fait, il y a juste une équipe de mecs à Donf qui a pondu un truc. Et là, Google a fait OK, ouais, non, mais nous, on essayait d'en faire une, mais bon, nous, c'est la search, le mail, c'est un. Voilà. Donc, si tu veux, là, pour nous, il y a un créneau. Nous, c'est notre core focus. On pense qu'à ça. Les utilisateurs qui viennent de voir, je résume, parce que je pense qu'il y a d'autres trucs à discuter, mais donc je m'arrête. Hop. Non, mais c'est vachement intéressant. Nous, on a encore plein de choses à évoquer, mais je pense que l'intérêt d'être dans un live versus regarder le replay par la suite, c'est vraiment d'interagir. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Philippe ou même pour moi sur la partie plus marché de l'emploi tech. Donc, si on parle un peu de plus de technique côté stack, comme tu as été founding age et parmi les premiers employés, j'imagine que tu as longuement réfléchi au sujet. Est-ce que tu peux nous donner un peu un panorama de l'environnement, que ce soit les frameworks, l'infra, les LLM, les choix clés que vous avez faits? Bah, écoute, alors, si tu veux, moi, mon avis là-dessus, c'est que en fait, c'est à la fois très impactant et à la fois pas si impactant que ça. Nous, on avait des gros choix sur la recherche sémantique était une grosse partie de ce qu'on faisait initialement. Donc, il fallait qu'on ait une bonne vector database. Je ne sais pas si ça parle aux gens, voilà. Et du coup, là, notre vector database s'appelle Quadrant. Et on a fait cela. On avait beaucoup de besoins en workflow. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution. Alors, en général, les gens font des trucs custom, mais là, on a trouvé un truc très bien qui s'appelle le Temporal et on a choisi ça. Mais en fait, là-dessus, je trouve que c'est assez difficile d'avoir des leçons un peu directes parce que justement, je pense que le secret, c'est que c'est justement d'avoir des gens motivés avec une acuité produit et que c'est ça qui va t'amener à faire le bon choix de stack. Versus, je dirais, un défaut qu'on peut avoir chez les ingénieurs que moi j'ai et contre lesquels je me protège activement, c'est d'être un peu amoureux d'une tech que tu trouves très jolie. Mais qui en fait n'est pas forcément lié à des besoins directs utilisateurs qui ne résout pas vraiment un problème qui est si important que ça et d'être juste stimulé par l'élégance du code. Voilà. Et après, on a aussi fait des choix qui nous pèsent un petit peu encore maintenant. C'est vrai que le choix que tu fais tout au début, il reste directement. Par exemple, on a pris un ORM qui s'appelle Sequelize. On s'en est accommodé maintenant, mais je pense qu'il y aurait eu d'autres choix qui auraient été plus adaptés pour nous. Sequelize sont adaptés pour d'autres trucs par ailleurs, mais voilà. Et ce qui est clair, c'est que les choix que tu fais à ce moment-là, voilà, 2 ans plus tard, Sequelize est encore là. Donc, Si on revient un peu sur ce rôle de founding age, ouais. on a eu la question un peu plus tôt. Donc, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton quotidien? C'est quoi tes vrais challenges? Tu vois, dans les tout débuts. Alors, dans les tout débuts, moi, je trouve que le truc cœur, je sais pas si on l'a déjà un peu dit, c'est un founding edge, je peux pas trop dire, c'est pas mon job. Donc, il est edge, mais en fait, il y a un peu tout quand même.
Il est aussi support, sales. Il peut aller pitcher un client, il peut aller faire du marketing. Il y a un client qui a un problème, il le prend en première ligne. Donc, je pense qu'au début, voilà, il y a un truc et ça se rapproche du founder dans ce sens-là. Le founder, c'est vraiment quand on dit if it's nobody's job, it's the CEO's job. Et là, le founding edge, il y a quelque chose qui se rapproche aussi, c'est que tu vas pas pouvoir dire bah non, je peux pas parler à ce client, bah non, je vais pas aller pitcher machin parce que moi je suis ingé, je suis pas sales. Non. Ouais. Donc ça, c'est le truc le plus important. Et après, ça évolue. C'est le fait de dire je ne me cantonne pas à être un ingé. Je fais ce qui est bien pour la boîte autant que je peux. Je trouve les gens dans mon réseau qui peuvent être intéressés par le produit, ou si c'est pas mon truc, je vais Donc, tu as une dimension speaker, tu peux avoir une dimension ouais, VRP, je parle de Dust sur LinkedIn, tu peux avoir une dimension, ouais, tu builds le produit évidemment, ne l'oublions pas, et tu peux avoir une dimension recrutement comme tu viens de le dire. absolument. Et souvent ça se passe comme ça d'ailleurs, souvent on voit que la première team, 5-10 personnes, et ben, recrute dans son réseau Ah bah très carrément. proche. J'imagine que ça a dû aussi se passer un peu comme ça chez Dust. Ouais, ouais, Euh, un peu. et, euh, et, et voilà. Et il y a aussi une autre dimension qui me paraît intéressante, c'est tu builds la culture du travail, c'est-à-dire les process, comment est-ce qu'on travaille. Toi, je crois que tu as un Ouais, peu bossé là-dessus. bien sûr, mais comme tous les founding age, on y participe tous. C'est attendu. Euh, donc, tu as tout à fait raison. C'est une attente, c'est que en fait, tu es, un peu dans tout dans la boîte au début. Donc, tu es à la fois dans tout ce qu'on vient de dire, à la fois tu builds le product et aussi les process et la façon dont la boîte va fonctionner, tu participes à cette création. Et juste rapidement, tu vois, on a quelques questions qui arrivent, mais juste rapidement avant, j'aimerais bien c'est intéressant de parler de ces process, de cette façon de bosser. Euh, Ouais, je trouve que les nouvelles boîtes très IA redéfinissent un peu les façons de bosser. Vous partez sur quelles hypothèses? J'imagine que ça doit évoluer constamment, mais ouais. Et votre rapport à la tech. alors, en fait, quand on est une petite team, on essaye d'éviter au maximum les process. Je pense, mais en revanche, certaines choses sont obligatoires. Mais il faut essayer de trouver le minimum viable process, j'ai envie de dire, et de se cantonner à ça. Euh, mais le reste, ça doit se faire comme dirait Netflix, ça doit se faire par le contexte au maximum et par le fait que tu fais confiance aux gens pour bien faire leur taf. On a quand même eu évidemment des choses à gérer. Par exemple, en fait, on voulait pouvoir construire vite et un truc qui casse la construction, c'est quand tu es interrompu en permanence par des gens qui ont des questions techniques, des questions des clients qui ont un problème ici, un bug qui a été trouvé là, etc., etc. Ou un truc qui est cassé dans un produit dans le produit qu'on n'avait pas vu et qu'il faut réparer. Ces trucs-là ralentissent le build. Donc là, on a dit, OK, il faut qu'on trouve un truc pour empêcher ça. On a mis ce qu'on appelle un lunch runner, donc une personne qui était responsable de prendre en première ligne toutes ces questions-là, pendant que les autres ingénieurs pouvaient se concentrer sur le build. Et on a dit, bah voilà, du coup, hop, on fait une rotation chaque semaine, une personne. Donc moi, j'ai fait une petite spreadsheet dans laquelle j'ai fait un modulo de la semaine qu'on était pour savoir qui c'était, qui est d'ailleurs encore toujours utilisé là Ah avant. oui, donc tu avais une petite rotation. Ouais. Mais est-ce que vous avez Ouais. des principes fondamentaux, tu vois, du type chez Amazon, tu vois, t'as des principes d'orga très forts, du type si vous êtes si vous êtes dans une réunion, plus de personnes qu'il ne faut pour se nourrir avec une seule pizza, c'est que la réunion n'a pas lieu d'être. Euh, tu vois, il y a des principes cœur. Est-ce que vous en avez Est-ce que vous êtes venu à des convictions très fortes au niveau des process? Ouais. Alors, qui vont s'appliquer aussi clairement que la pizza, que la règle des pizzas de Amazon. Euh,
il faudrait que je cherche un petit peu. Après, on a ce qu'on appelle des operating principles, donc des choses qui doivent nous guider dans la façon dans laquelle on bosse. Qui sont de dire, par exemple, qu'on doit être user first, qu'on doit être owner, tu vois. Donc, ça va être un peu plus subtil Ouais. que la pizza roule où tu vois bien que et encore ça dépend des gens dans la pièce, t'en as qui mangent plus que d'autres, tu vois, donc tu pourras dire attends, là je sais pas trop, c'est quoi toi tu manges beaucoup ou pas, mais par exemple le truc de l'ownership est hyper important. C'est un peu mal vu d'aller dire j'ai commencé à se saisir de ce sujet puis j'ai décidé, enfin je vais pas jusqu'au bout du truc, je prends pas toute la responsabilité, tu vois, en gros de pas aller au bout Ouais. du truc, ou de pas vraiment voilà, une fois que qu'un truc que c'est toi qui es responsable d'un truc, genre d'aller au bout. Donc on a une liste de principes comme ça qu'on a raffiné effectivement au fil de nos façons de bosser. Ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Nous, tous les offres qu'on ouvre côté Founding Edge, euh, les candidats en face, c'est très user first, Ouais, très owner, voire accountability, quoi. Enfin, l'accountability est une notion très très importante. Tu es vraiment responsable de tes objectifs. Et il y a une troisième notion qui est vachement importante, c'est celle en fait, on est face à des product engineers. Donc, des ouais, product engineers, c'est à savoir des gens qui vont aller jusqu'à écrire leur propre spec. Euh, ouais. et les gens produits, bah, sont là pour avoir beaucoup plus d'impact sur la stratégie. Donc, Mm. c'est un peu la tendance de fond que prend la tech. Ouais. Et pour répondre à ta question, Thomas, sur l'évolution des rôles et du recrutement et du marché de l'emploi tech, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hiring freeze. En revanche, le marché se concentre sur des gens très seniors qui vont être contributeurs individuels. Il y a beaucoup moins de management. On est sur des organisations un peu plus flat, euh, avec des leads ou des staffs qui vont prendre des rôles, des scopes plus importants. Mais moins de surcouches d'engineering manager, de head of engineering, etc. Des gens qui sont plutôt des builders, quoi. Que ce soit à San Francisco ou si ça prend cette trend aussi en Europe, on est sur des équipes engineers qui sont des équipes de builders vachement seniors. On voit moins d'offres juniors sur le marché. Après, savoir comment ça va évoluer, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais à date, c'est un peu ce qu'on constate, nous. Il Ouais, y a ouais. aussi une question de Bastien sur comment au Founding Edge, comment le Founding Edge collabore avec le CTO et se split les rôles et les missions. Ouais, alors je pylone sur ce que tu viens de dire, où effectivement, nous, chez nous, clairement, il n'y a pas encore, il n'y a pas d'engineering manager. On va essayer de trouver une façon de faire sans. Et il y a une grosse responsabilité produit des ingés qui, quand ils build, donc ça, chez nous, c'est aussi un des operating principles. Tu es DRI d'un projet, tu es responsable du projet, tu vas t'appuyer sur les skills produits, donc les products, les designers, le savoir du CEO, etc. Mais tu pourras pas dire en fait, si le projet sort et que la feature elle est un peu pétée, tu pourras pas dire c'est parce que le produit m'a dit de faire ça. Tu es honneur du fait d'être bien renseigné, d'avoir bien fait le taf. Donc ça, c'est le premier truc. Et c'est un peu, si tu veux, l'équivalent d'une petite roue chez nous. Il y a un truc, t'es DRI du truc, t'es responsable du truc. Enfin, Ouais, tu peux pas dire, comme machin on peut m'avait dit de passer la faire patate. ça. Voilà. Et ensuite, alors attends, excuse-moi la Ouais, deuxième en question. gros, je pense que c'est une question qui doit revenir souvent, c'est Founding Edge. Comment tu Collabore collabores avec avec le le CTO? CTO, ouais. Ouais, tu vois le Euh, split. Ça, je pense que ça dépend énormément de la personnalité du CTO, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est clé dans la boîte qu'on rejoint. Nous, Stan, donc déjà, j'invite les gens à rejoindre des boîtes pour lesquelles ils sont impressionnés par le CTO. Moi, je suis impressionné par mon CTO et par mes collaborateurs Founding Edge aussi, et d'ailleurs par plein d'autres mondes. Et ensuite, lui, l'impulsion qu'il a donnée, c'est on fait partie de l'équipe. Donc la collaboration, c'est lui, c'est un team member comme nous.
Et donc, il prend les trucs, il est dans les projets, il fait le truc là, en tout cas au début. Évidemment, ça devient plus difficile avec le scale, mais au début, quand on est founding edge pendant la première année et demie, nous, à Dust, Stanislas était un membre de l'équipe Hench, comme les autres. Et évidemment, c'est plus lui qui allait donner une impulsion, mais il l'a toujours fait avec une volonté de conviction. Donc, on fait du design, on fait du machin, et on doit se convaincre. Et donc, comme il est impressionnant, souvent, c'est lui qui nous convainc. Mais en tout cas, voilà, la façon de collaborer, c'est on construit ensemble en équipe. Lui n'avait pas spécialement un rôle hyper assertif marqué, quoi. Mais je pense que ça dépend d'autres. Enfin, moi, je serais pas choqué qu'il y ait une très belle startup qui se fonde avec un CTO qui, lui, a une autre façon de fonctionner et qui est quand même très impressionnant et qui, quand même, mais qui, lui, est plus sur je construis des équipes et puis je donne tel rôle à telle personne. Ça pourrait marcher sans doute aussi. Nous, en tout cas, voilà comment ça a marché chez nous. Ok. Vachement intéressant. Vous êtes mais carrément dans toutes les trends. Vous cochez toutes les cases de toutes les trends qu'on voit dans la tech. Clairement, sur le rôle de product engineer, le CTO qui reste contributeur individuel. La partie product qui est au cœur du sujet et qui est ownée par les founders, tu vois, sur redéfinir l'expérience utilisateur lorsque tu sors un produit IA, etc. On revient un peu sur le côté technique, tu vois, parce qu'on a une question autour de ça et je suis désolé Philippe, mais tu n'as pas répondu clairement sur votre stack technique et comment vous avez arbitré entre JavaScript et Python, sachant que Python c'est la ref, entre JavaScript et Python, sachant que Python c'est la ref en IA, machine learning, en attaque, tu vois, comment vous avez arbitré? En fait, l'arbitrage, à partir du moment où nous, on n'est pas une boîte qui fait du machine learning, on est un client du machine learning. Ça, on va pas se. Donc, il y a à Dust, on ne fine-tune pas le modèle et on pense que c'est pas spécialement le bon truc à faire. Enfin, en tout cas pour nous, notre business, c'est ce qu'on fait. Hein. Plein d'autres personnes peuvent avoir raison de fine-tuner des modèles. Nous, c'est vraiment un produit qu'on fait. Il n'y a pas une composante recherche en machine learning chez nous. Il y a une composante, j'utilise ce que font les gens du machine learning, mais une fois qu'ils sont sous forme d'API. Dans cette mesure-là, le fait que Python ait un avantage sur... effectivement, Python est très utilisé, j'en sais quelque chose, puisque c'est le langage que moi j'avais choisi en tant que CTO d'Artefact dans la communauté machine learning. Mais en revanche, quand on construit un produit, un produit, nous c'est vraiment une partie produit qu'on fait. Là, l'intérêt de Python face à TypeScript est beaucoup moins fort. Donc voilà pourquoi nous on s'est orienté là-dessus. Après, je pense que tout dépend de la boîte, du projet, du truc. Enfin, je vais certainement pas dire que TypeScript is better than Python, quoi. Comment sont prises les décisions dans l'équipe tech, par exemple le choix d'une techno ou une solution à un problème tech, comment vous gérez les désaccords aussi? Alors moi je dirais que déjà ça vient de comment émerger le problème. Donc il y a quelqu'un dans l'équipe tech qui est agacé par un truc, sinon il se passe rien. Il y a quelqu'un qui dit ça il faut qu'on solve. Et donc, c'est cette personne-là qui va du coup devenir une sorte de DRI, Directly Responsible Individual, de ce sujet-là. Il va aller convaincre, et ça, il va le faire via Slack, il va faire en parlant aux gens, il va dire « Ouais, mais ça, c'est important, et donc je pense qu'on doit bosser dessus. » Et là, il y a un truc de conviction. Je pense qu'une fois que ça s'est fait, discussion, souvent, tu vas avoir un Slack thread. Si ça devient suffisamment important, on va se créer une GitHub issue. On va dire, en fait, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Là, les gens pitch in. Et au bout d'un moment, on close. On n'a jamais vraiment eu de situation de blocage à ce stade. Je pense qu'il y a un truc un peu qui est aussi dans la culture et la mentalité, c'est qu'on considère tous que les gens en face sont motivés pour prendre des bonnes décisions, cherchent le meilleur du truc et on leur fait confiance. Et donc, toi, tu vas pouvoir venir dire, je pense que ça, c'est un peu meilleur aussi. Souvent,
moi souvent, et ça m'arrive aussi, enfin, je partais d'une situation et on m'a dit, bah non, mais regarde, pour telle et telle raison, je change d'avis et on part dans l'autre solution. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé à tout le monde ici. Donc, je dirais, la réponse courte, c'est il y a une forme de collégialité. Il y a désolé, la réponse est un peu longue, mais si on veut la faire courte, c'est il y a quelqu'un qui va naturellement être Ouais, il y a responsable du un truc. ownership extrême Voilà. chez les gens, quoi. Mais cet honneur, ça lui donne pas. Et cet honneur, il est là pour résoudre le problème, il n'est pas là pour faire passer sa solution. Ça, c'est Ouais. très important. Donc, il est là pour se débrouiller, pour que les gens soient d'accord. Et à la fin, moi, dans le dernier projet que j'ai fait, qui était un très gros projet, très important pour la boîte et dont j'étais responsable, il y avait une décision et moi, j'étais parti dans un sens. Et d'autres personnes m'ont dit, mais non, tu vas voir, l'autre sens, ça va bien se passer. On est parti in fine dans leur sens. Quoi. Enfin, parce que on a expérimenté, j'ai regardé. C'est pas parce que je suis DRI que j'impose mon choix. Mais tu vois, moi je trouve que pour arriver à un niveau de transparence, de confiance et de vélocité avec un système comme celui que vous avez créé, faudrait le définir. C'est pas l'holacratie, c'est vraiment un autre nom. Enfin, faudrait mettre un mot sur ce système. Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir des gens extrêmement smart et extrêmement entrepreneuriaux en interne, quoi. C'est-à-dire que tu as un filtre à l'entrée dans la boîte qui est massif. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre, bah en fait, c'est full confiance, full ownership, et vas-y, tu délivres, t'es entrepreneur et go, quoi. Ouais, mais je pense que là, tu as bien résumé, effectivement. C'est un peu la mentalité qu'on va avoir là-dedans, dans notre process de recrutement d'ailleurs. Et les qualités que tu as citées, enfin, je pense que c'est critique quand Stan a cherché ses founding engineers, c'est-à-dire moi, Henri, Daphné, Flavien. Il Ouais. cherchait ces qualités-là, clairement, Il y 100%. avait une question, je crois, autour de l'equity et du package plus globalement de funding engineer. Je pense que c'est une question qui est vachement intéressante. Nous, on a vu tout. Euh, honnêtement, ça dépend du projet, des founders. Ça dépend de aussi est-ce que la boîte a réalisé un seed ou pas, à quel moment tu rentres, est-ce que tu es un late founder ou pas. Euh, mais globalement, on est sur des packages qui vont range euh, entre 75 et 100. Ça peut aller plus haut, mais en général, mais rarement, très rarement. Il faut vraiment que ce soit une boîte de crack avec un seed monstrueux. Mais en France, sur le marché parisien, on est sur des packages entre 75 et 100. Nous c'est ce qu'on a vu en salaire fixe. Tu as rarement du variable sur les postes engineer, tu en as un peu plus sur les postes product. En revanche, tu as de l'equity et là, vraiment, il y a de tout. En late founder, en général, on est entre 0,5 et 1. Et en founder qui arrive très tôt dans le projet, côté tech, en général, ça va range entre 3 et 5%, quoi. Donc, et CTO, là, on parle de quelqu'un qui rentre entre 10 et 30. Euh, donc ouais, ça dépend vraiment de la boîte, de la situation, de votre du profil en face, mais globalement, on est sur ces fourchettes-là, quoi. Euh, alors, il y a, putain, ça passe vite. On a pas mal de sujets qu'on a évoqués, mais honnêtement, on pourrait en parler des heures. N'hésitez pas à poser des questions. Peut-être sur la boîte actuellement, hein, vous êtes 15 G, 20, je crois, 60 en tout. C'est quoi l'évolution d'un rôle de product engineer, enfin de founding engineer comment tu as évolué? Qu'est-ce que tu es maintenant, quoi? Ouais. Bah écoute, en fait, moi je trouve que, alors, je fais un petit aparté sur le poste en lui-même. Je trouve que le nom illustre tellement bien Founding Engineer, le fait que as le founder là, tu as l'ingénieur là, et en fait, il y a un curseur qui se balade au milieu. Et du coup, en quoi ça répond à la question comment le rôle évolue? Bah, un peu comme le rôle de CTO évolue quand la boîte grossit. Le rôle enfin, pardon, de co-founder. C'est vrai que j'associe un peu les deux parce que Ouais. moi et Stanislas, on est co-founder CTO
chacun de nos aventures entrepreneuriales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de build et plus de coach. Heureusement, il y a encore beaucoup de build. Donc, on reste quand même un G, on fait partie de l'équipe tech, on build, mais tu as plus de temps à onboarder les nouveaux, à coacher coacher tout un tas de personnes, machin. Et ce qui t'as aussi, alors le truc qui change pas mal, c'est la croissance de la boîte, c'est une croissance de sollicitation pour toi. Parce que tu es une des personnes qui connaît un peu tous les trucs, même notamment au niveau tech. Moi, je veux dire, j'ai buildé X, Y, Z, T, E dans le truc. Quand il y a un problème sur X, il y a un ingé qui va voir. Ou le support aussi. Et les sales aussi. Ah, c'est toi qui as fait telle fonctionnalité, vas-y. Donc, il y a énormément de sollicitations de tout le monde qui vient. Donc, vraiment dans la boîte, un peu ça change pas mal. Voilà. Il y a un rôle aussi d'être capable d'être une présence un peu, voilà, finalement. Alors nous, on est une boîte sans manager, mais il y a un rôle qui tend à montrer, à exhiber des qualités un peu de leadership. De dire voilà, on est un peu un phare, on est un peu un exemple à suivre, d'incarner les valeurs de la boîte. Donc nous, je te dis, voilà, il y a les trucs d'ownership, il y a un truc où on est aussi des gens qui veulent être rapides, il y a un truc où on est aussi des gens qui veulent avoir une grosse fiabilité, on peut compter sur lui, quoi. Ça, c'est voilà. Et du coup, faut incarner ça auprès de tout le monde et diffuser, un peu nudger les gens là où avant, là où on était très impliqués directement au début en tant que founding edge. Donc, comme je te dis, moi, je me suis retrouvé à aller pitcher Dust à des potentiels clients. Je me suis retrouvé à faire du support. Après, la boîte grossit. C'est plus moi qui fais ça. On embauche des gens on a embauché des gens qui font ça. Mais du coup, mon influence là-dessus va être indirecte. Ça va être de nudger un petit peu les personnes pour que les choses soient faites dans la culture et la vision que souhaite la boîte. Ouais, encore une fois, c'est intéressant comme tu vois, tu as pas mal de boîtes où ce modèle où en fait le co-founder et CTO ou les premiers employés tech deviennent des managers, ce modèle il est remis en cause. Et nous, Absolument. on a une boîte avec qui on travaille. Là, ils ont scale, ils ont fait leur série B, plusieurs dizaines de millions. Ils partent sur une série C. Le CTO, il a encore les mains dedans, en fait. L'équipe Eng, c'est 80 personnes. Ouais. Le CTO est très, très dedans. Il est contributeur individuel et limite, il prend un VP Eng pour toutes les questions de delivery et de management. Ah nous clairement, hein, j'ai parlé de Eng Runner, là, le mec qui prend toutes les questions de la boîte. Là, cette semaine, c'est Stanislas l'Eng Runner. Donc, tout le monde et il fait encore partie de l'équipe Eng. Donc, je suis 100% sur cette trend. On arrive au bout. Très chaud pour avoir votre retour dans le chat, dans les commentaires. Combien vous notez ce live? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, et pour toi, Philippe, tu vois, ouais, je pense, si je devais poser une dernière question, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? C'est la deuxième fois que tu es founding eng. Qu'est-ce que ça t'apporte Alors, petite différence fondateur et founding edge quand même. Ouais. J'étais founding edge à Dust et fondateur avant. Mais ce que ça m'apporte, moi, c'est difficile, mais il y a beaucoup de rewards. Je trouve ça très rewarding de construire quelque chose en ayant énormément d'impact et en sentant que tu fais partie de cette construction, c'est ton truc. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et je pense que de façon générale, je pense que le deuxième truc que me confirme Dust, c'est que ce que tu vas aller aussi chercher dans une boîte, c'est être passionné un peu par la mission et par ce que tu fais. Et que un symptôme de ça, c'est est-ce que par exemple, est-ce que ça t'arrive le week-end d'avoir envie de coder un truc pour ta boîte parce que t'es chaud, t'es motivé. Donc ça m'arrive avec Dust et je pense que les gens doivent chercher ça dans les boîtes qui vont aller trouver, se dire en fait, le truc m'intéresse. Donc, même le week-end, j'ai envie d'y aller un petit peu.
Ouais, je suis assez d'accord. Écoute, merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Merci à tous et à toutes. Merci tout le C'était très monde. chouette de passer un nouveau moment avec vous. On a beaucoup de lives qui arrivent là sur fin d'année, donc stay tuned. Et Philippe, on peut te contacter sur LinkedIn. Et, euh, Avec plaisir. et quant à nous, TPC, bah, n'hésitez pas, si vous avez le moindre sujet sur le marché de l'emploi ou de sujet de recrutement, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Passez une très bonne après-midi et à très bientôt.